Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Pour Info, l'émission d'LN24 qui consacre 1 heure à l'analyse, au décryptage et à l'explication d'un phénomène d'actualité. On parle finance un petit peu particulière aujourd'hui, un plus haut à près de 42 000 $ et puis la dégringolade pour s'établir à moins de 30 000. Suivre le cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies ces dernières semaines, c'était l'assurance d'un torticolis. On s'y intéresse dans cette émission. On comprend ce qui a séduit les investisseurs, ce qui pourrait encore les séduire à l'avenir. En deuxième partie, on élargit et établit également les perspectives. Doit-on parler de crypto-monnaie ou de crypto-actifs? Les banques centrales pourraient-elles également venir jouer le jeu des crypto-monnaies sur les marchés? Enfin, en troisième partie, on se pose une question. Le Bitcoin peut-il, les crypto-monnaies peuvent-elles devenir l'équivalent de l'or et constituer une nouvelle valeur refuge? C'est la question que l'on posera. On est ensemble pour 3 grands quarts d'heure plus ou moins et on en parle avec des spécialistes, des experts. Marc Toledo, directeur de bit4you.io. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Face à vous, Gilles Quastio, journaliste chez Trends Tendance, auteur aussi d'un livre pratique sur le Bitcoin. Bonjour. Bonjour Pierre. Philippe Ledan, économiste chez ING. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Mathieu Jamard, fondateur et gestionnaire du fonds d'investissement DCY. Bonjour, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour. Marc Toledo, c'est vers vous que je vais d'abord me tourner. Si on s'intéresse à l'actualité précise, à la journée d'hier qui a vu le cours du Bitcoin notamment subir une sérieuse correction sur les marchés, c'est le début d'une correction plus large ou c'est un des aléas normaux de la vie d'un actif qui est relativement volatile? En fait, je dirais que c'est un actif extrêmement volatile qui réagit à plusieurs choses. Maintenant, il faut bien rétablir les choses. Hier, il y a eu une dégringolade, effectivement, jusqu'à environ de 32 000 $. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 36 000 $, passé les 36 000 $. Donc, il y a un rebond. Il ne faut pas oublier qu'au mois de mars-avril, le Bitcoin s'échangeait aux environs de 5 000 $ et que le Bitcoin a pris pratiquement 50% en un mois. Donc, une correction, oui, elle est inévitable, la vitesse à laquelle cela va. Et il y a aussi la manière dont ces actifs sont traités aujourd'hui, c'est-à-dire principalement par des machines qui s'enclenchent les unes derrière les autres. Mais l'intérêt des institutionnels fait que cette volatilité a l'air, malgré tout, d'être moins importante que celle que nous avons connue en 2017. Il y a une profonde différence, Gilles Quastio, sur quand on regarde un petit peu l'évolution de l'histoire du Bitcoin, des crypto-monnaies. C'est depuis le début caractérisé par une très forte volatilité, mais il y a, c'est ça, maintenant, des marques de confiance qui permettent un peu de stabiliser la croyance que l'on peut avoir dans ce genre de monnaie. La volatilité, elle reste malgré tout là. Importante. C'est ce qu'on voit effectivement dans les dernières semaines. Vraiment une explosion du cours à laquelle on s'attendait pas. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un regain d'intérêt, notamment des particuliers, sur cette crypto-monnaie? Eh bien, c'est parce que voilà, les cas d'usage aussi commencent à un petit peu se développer. Et je pense qu'il y a eu vraiment un gros événement qui a eu lieu l'année dernière, en octobre. C'est l'annonce par PayPal que ces commerçants allaient pouvoir utiliser des crypto-monnaies, donc allaient pouvoir accepter des paiements en crypto-monnaie. On parle quand même de 27 millions de commerçants dans le monde. PayPal, c'est une des applications de paiement que beaucoup de gens utilisent. Ici, autour du plateau, peut-être qu'on l'utilise, chez les téléspectateurs aussi. Donc c'est vrai que c'est ce genre d'annonce qui va attirer de plus en plus de gens vers cet actif un petit peu particulier, si on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours, notamment pour acheter des choses sur Internet et pourquoi pas via l'application PayPal. Eh bien, on peut se dire que voilà, cette crypto-monnaie devient de plus en plus utile dans la vie de tous les jours. Il y a vraiment un côté, elle devient utile, elle devient entre guillemets plus sérieuse. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a dans les perspectives aussi des différentes banques, on parle d'établissements de cours à beaucoup plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une marque de confiance qui est donnée. Voilà, Marc Toledo parlait des institutionnels, donc ça veut dire les banques, les fonds d'investissement. De plus en plus, on voit des marques d'intérêt. Il y a quelques années, on entendait des banques internationales comme JP Morgan qui disaient voilà, le Bitcoin, ça ne vaut rien, c'est une arnaque, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Et maintenant, on voit ces banques qui commencent à s'y intéresser, à dire qu'elles vont peut-être créer des comptoirs spécialisés où ils vont avoir des gens qui vont aussi investir dans les crypto-monnaies, peut-être proposer
aussi à leurs clients certains de ces actifs spécifiques. On voit des fonds d'investissement effectivement qui disent qu'ils vont s'exposer partiellement aussi aux crypto-monnaies, notamment en raison des gains qui pourraient évidemment dégager dans ce secteur. Alors on sait que c'est un secteur qui est encore aujourd'hui assez peu régulé, donc que ce soit les banques centrales ou les différents gendarmes des secteurs financiers. Pour l'instant, il n'y a pas réellement de réglementation autour de ces crypto-monnaies, mais ça commence à progresser. On voit que l'Europe est en train de développer notamment certaines réglementations. Et donc, si ce secteur se régule, eh bien, ça veut dire qu'il commence à acquérir une certaine respectabilité aussi. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, mais les marques d'intérêt commencent à arriver. Philippe Ledan, le banquier qui est en vous, voit ça avec peut-être un petit peu plus de prudence. Ça reste comment est-ce qu'on dans le monde traditionnel de la finance, comment est-ce qu'on voit, c'est quelle impression qu'on a de ce genre d'actifs, ces crypto-monnaies ? Mais, je dirais, c'est plus l'économiste qui fait plus que sommeiller en moi, qui va parler, mais je dirais que ça reste quand même un regard avec beaucoup de prudence, sur le plan de la monnaie ou de l'actif que ça représente. J'entends bien les arguments, effectivement, il y a des choses qui évoluent. Je pense que fondamentalement, il y a surtout pour des bonnes ou des mauvaises raisons, de plus en plus d'intérêt du public. Et à partir de là, quelle qu'en soit la raison, encore une fois, mais à partir de là, forcément, tout le monde commence à s'y intéresser. On est ici aujourd'hui. Voilà, manifestement, il y a des choses qui se passent. Mais est-ce que pour autant, est-ce qu'un actif ou une monnaie gagne ses lettres de noblesse ou sa confiance juste parce qu'on en parle ? Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Et je pense, alors, vous avez utilisé l'argument de l'usage, effectivement, on a de plus en plus la possibilité de l'utiliser comme monnaie. Je pense quand même que la plupart des gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies aujourd'hui n'ont pas nécessairement envie de l'utiliser dans des transactions. Ils ont surtout envie de gagner de l'argent avec. Que l'objectif final est de faire de la spéculation, pas de payer son croissant avec. Voilà, et je dirais que finalement, on pourra revenir par la suite, je dirais que au fur et à mesure que ces crypto-monnaies avancent, qu'on en parle, qu'elles évoluent, on parle de régulation, on parle de l'utilisation par des plateformes, PayPal, en fait, la schizophrénie ou les paradoxes de ce type d'actifs, je vais plutôt parler d'actifs, vont petit à petit se révéler. Par exemple, est-ce sain qu'une monnaie, si on parle de crypto-monnaie, le Bitcoin comme une monnaie, est-ce que c'est sain qu'elle gagne tellement de valeur aussi rapidement ? Non, parce qu'en fait, quand une monnaie gagne tellement de valeur, en fait, on n'a pas envie de l'utiliser, on a surtout envie de la garder pour qu'elle vale encore plus demain. Donc, alors qu'une monnaie trouve sa raison d'être dans l'utilisation, dans l'échange, c'est la raison première d'une monnaie, c'est être échangée, à partir du moment où une monnaie gagne beaucoup de valeur, on préfère la garder et ça devient plus un actif. Donc ça, c'est un paradoxe qu'il va falloir résoudre. Un deuxième paradoxe, c'est évidemment celui de la régulation. Puisque le fondement même des crypto-monnaies, c'est de dire ah non, on n'a pas à être régulé puisque c'est l'ensemble des utilisateurs du système qui co-valident, pour utiliser les mots modernes, les transactions. Donc on n'a pas besoin d'une institution type banque centrale qui vient chapeauter, qui est le garant de la monnaie. On l'utilise parce que c'est une communauté. Oui, mais à partir du moment où on veut y mettre de la régulation, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui dise, bon voilà, on peut faire ceci, on peut faire cela. Et donc tous ces paradoxes, je pense qu'ils ne sont pas encore levés. Et c'est pour ça que je dirais que d'un point de vue de l'économiste, ou de la finance traditionnelle, on va dire, voilà, je vais faire le vieux de la vieille dans l'émission ici, il y a quand même encore beaucoup de prudence. Si vous écoutez les banquiers centraux notamment, vous avez des interviews formidables d'Alan Greenspan notamment, qui était interrogé sur le Bitcoin, vous voyez quand même qu'on n'y est pas encore.
C'est ça l'idée, Mathieu Jamard, c'est qu'on est à l'aube d'une éventuelle révolution, mais qu'il reste encore pas mal de petits écueils qu'il faudra aplanir avant que tout se passe comme il le faudrait. Donc il y a ce débat en effet sur est-ce que le Bitcoin est une monnaie. Et en fait, je pense que pour l'instant, c'est assez stérile parce que le caractère d'une monnaie, en fait, peut gagner ou se perdre. On a un exemple historique avec l'or qui a été une monnaie pendant des centaines d'années, voire des millénaires, et qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisée comme monnaie. Vous ne pouvez pas aller acheter un pain ou un café avec une pièce d'or qui pour autant vaut plus de 1000 €. Personne ne va vous l'accepter. Donc en fait, le caractère monnaie, c'est un débat qui est quand même peu intéressant. En fait, il va peut-être se gagner au fil du temps, une fois que, en effet, le Bitcoin peut-être sera mature. En effet, pour l'instant, moi, je rejoins l'avis qui est que, comme la valeur augmente quand même fortement, la plupart des acteurs veulent en effet thésauriser et garder cet actif. Mais peut-être que plus tard, ce sera une monnaie. Mais du coup, tirer une croix sur Bitcoin parce que ce n'est pas une monnaie actuellement n'est pas très intéressant. Alors, au sein de la recherche que je dirige, on avait émis une newsletter en septembre pour voir si on était à peu près à 10 000 $ le Bitcoin à cette époque-là, et voir si le Bitcoin atteignait à nouveau ses hauts historiques des 20 000. On voulait voir si fondamentalement on allait... c'était suivi par des fondamentaux concrets. Et alors nous, on a remarqué qu'il y a eu en effet une bulle en 2017 et puis un crash assez important. Et l'usage des bitcoins, donc du réseau Bitcoin en lui-même, avait en effet subi une très forte baisse, avec un manque d'intérêt peut-être des personnes. Mais depuis début 2018, on voyait le nombre de transactions qui ne faisaient qu'augmenter de manière linéaire, jusqu'à dépasser des plus hauts il y a quelques semaines. Donc en fait, on a dépassé l'usage vraiment du réseau, alors que en même temps qu'on dépassait le prix historique. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas une divergence entre les fondamentaux et le prix. Je pense que c'est quelque chose de correct, ils se suivent, c'est assez concret. On a remarqué aussi que beaucoup d'acteurs institutionnels rentraient en effet dans la sphère financière du Bitcoin en les achetant et en les retirant des échanges des places boursières. Donc ça, on peut auditer, ça c'est une caractéristique du Bitcoin, c'est qu'on peut auditer de manière assez transparente les adresses qui détiennent des Bitcoins sur les principales bourses d'échange. Et alors on appelle ça les bitcoins flottants, ceux qui sont disponibles à la vente. Et on a remarqué qu'il y avait une forte baisse alors que le prix augmentait. Alors qu'en général, quand un prix augmente, les gens auront tendance à vouloir remettre ces bitcoins sur un échange pour pouvoir en concrétiser leurs bénéfices. Ouais. Et comme ici, on avait des acteurs avec des temps de préférence de temps plus longs, ils sont plus enclins à acheter leurs bitcoins et les retirer de ces échanges. Ce qui fait donc des acteurs plus institutionnels à ce moment-là. C'est ça, c'est la signature, je pense, de ce qu'on appelle la smart money, des institutions qui vont garder sous séquestre pendant un long moment en fait les bitcoins et ne plus les proposer à la vente. Donc nous on avait une convergence de plusieurs signaux qui fait que la hausse est, je veux dire, on allait de manière inéluctable redépasser les plus hauts, et puis alors maintenant la hausse actuelle n'est jamais que le fruit de ce qui s'est passé ces précédents mois. Au sujet de la régulation, peut-être un petit point, on a cet été, on l'avait écrit également dans la newsletter, c'est le OCC, c'est le régulateur de la monnaie, du contrôle de la monnaie, c'est un régulateur fédéral américain, c'est le régulateur bancaire, qui en juillet a lancé le feu vert pour les banques, toutes les banques américaines, pour pouvoir accepter des bitcoins en collatéral, c'est-à-dire qu'on peut déposer des bitcoins dans une banque et recevoir une ligne de crédit en dollars. Alors ça permet de solidifier, non pas c'est pas juste un petit plus pour le privé, ça permet de solidifier toute une économie des entreprises qui sont crypto-natives. Là, on parle tout de suite aux particuliers. Mais notamment solidifier les services de start-up crypto-natives qui ont eu difficile pendant longtemps à avoir des lignes de crédit et qui là maintenant peuvent déposer finalement leur crypto sans pouvoir y toucher et enfin avoir accès au réseau bancaire. Et donc ça, c'était un gros feu vert du régulateur américain. Et il y a 2-3 semaines, ils ont annoncé aussi que les banques pouvaient être un nœud du réseau Ethereum, enfin ils ont Ethereum ou Bitcoin, donc ils reconnaissent qu'une banque peut interroger le réseau Bitcoin et valide en fait l'information qu'une banque retire de ce réseau Bitcoin. Donc ça c'est une toute nouvelle ère et sous-jacent à cela, ils acceptent aussi que des banques puissent traiter des stablecoins. On en y arrivera après à la fin de l'émission, je pense. De toute façon, juste avant de faire une dernière pause pour un peu expliquer la situation actuelle, Marc Toledo, c'est vraiment ce regain d'intérêt de la part aussi d'investisseurs
plutôt particulier. C'est ça la différence entre qui peut expliquer la bonne année 2020 par rapport aux performances précédentes des crypto-monnaies. En fait, je dirais que c'est plutôt les investisseurs institutionnels qui vont de plus en plus dans cette direction-là, qui investissent à coût de centaines de millions de dollars dans le Bitcoin, qui assurent d'une certaine manière une certaine demande, qui assurent aussi une certaine thésaurisation. Et comme le disait à très juste titre Mathieu, il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles sur le marché, et la demande, elle, continue à augmenter. Les clients résidentiels, et je précise encore une fois qu'investir dans le Bitcoin est extrêmement dangereux, c'est extrêmement volatile, mais je me demande si ce n'est pas ce que les gens recherchent. Cette volatilité, c'est quelque chose qui est intéressant pour des gens qui veulent acheter, vendre, donc des boursicoteurs. Ce n'est pas un investissement de bon père de famille. Ça pourrait l'être pour quelqu'un qui met une toute petite somme et qui dit « je vais le garder longtemps et on verra bien ». Mais c'est vraiment un investissement pour boursicoteurs. Et aujourd'hui, la demande, ce n'est pas principalement le particulier qui la dérive, mais ce sont principalement les institutionnels. Quant à l'usage, juste une toute petite remarque, on ne paye pas son pain en Bitcoin aujourd'hui, comme on ne paye pas son Bitcoin en actions Microsoft. D'accord ? Donc, quand on va chez le boulanger, on a quelques bitcoins sur son compte, donc tout le monde est content. Quand on a déjà plusieurs à 33 000 $, 35 000 $, on est content. Eh bien, on effectue en fait une petite vente instantanée pour un montant de 2,25 € qui est versé instantanément au boulanger. Donc, le boulanger, lui, touche des euros. Donc, le système de PayPal, c'est pas de payer en Bitcoin, c'est de faire une vente instantanée pour un montant de 2,25 €. Si c'était de l'or, vous prendriez votre or, vous gratteriez pour un demi-gramme chez votre boulanger. Il ne serait pas très content non plus. Ce serait pas très très pratique, non ? La particularité de la monnaie numérique, et on ne va pas parler de monnaie numérique, on va parler d'un actif numérique, parce que ce n'est pas une monnaie, d'un actif numérique, c'est qu'il est tout à fait subdivisable en milliardièmes de parties. Et ça, c'est l'originalité de la chose, c'est qu'on est dans l'ère numérique. Et c'est ça qui fait sa force à ce moment-là. Dans la deuxième partie, celle qui suit, on continue à s'intéresser à ce que pourrait devenir le Bitcoin et les crypto-monnaies à l'avenir, ce que l'entrée sur le marché des banques centrales pourrait changer. On revient juste après ceci. La deuxième partie du Pour Info consacré aux crypto-monnaies, à l'évolution du Bitcoin ces dernières semaines, ces derniers mois, et surtout aux perspectives, aux formes qu'il pourrait prendre, aux utilités, aux actions qu'il pourrait permettre de remplir dans les mois à venir. On continue à en parler. Marc Toledo, vous le disiez juste avant la pause, ça reste un investissement à très haut risque. C'est bien quelque chose qu'il faut. On a parfois l'impression comme ça qu'il y a une normalisation des crypto-monnaies, du discours qui est autour. Il y a une simplification de leur utilisation, de l'accès, de leur accessibilité, mais il faut quand même bien le répéter, ça reste des investissements dangereux. Je vois il y a toute une série de variations, notamment sur les 10 dernières années. Il y a plus ou moins, en ce qui concerne le cours du Bitcoin, une cinquantaine de variations à plus ou moins 20%. Il n'y en a pas, par exemple, pour l'or depuis 1984. C'est bien la preuve que ça reste un actif très particulier dans le monde des actifs et des investissements. Alors, on va essayer de ne pas tout le temps utiliser le terme crypto-monnaie à tort et à travers, parce qu'il y en a plus de dizaines de milliers différentes, et toutes ne qui sont pas représentent différentes choses. Le Bitcoin a une particularité. On parlait d'une entreprise, on a cité Microsoft, on a fait un peu de pub, merci beaucoup Bill Gates. On peut déterminer la valeur d'une action sur la valeur nette comptable, sur la somme des bénéfices futurs qui vont être engrangés en fonction d'un marché. Derrière le Bitcoin, il n'y a rien. Vous n'avez que de la confiance collective. Je prendrai un autre exemple, celui d'un Van Gogh. Quand Van Gogh est mort, ses tableaux ne valaient pas grand-chose. Aujourd'hui, un Van Gogh, ça vaut 100 millions, 150 millions. Pourquoi ? Si vous prenez la valeur nette comptable d'un Van Gogh, c'est quelques euros, et peut-être même à la limite, on va vous demander une taxe pour recycler la vieille peinture. Donc, c'est une valeur de confiance que l'on attribue. Si demain, on s'aperçoit que Van Gogh était un scélérat et que plus personne n'en veut, le cours va s'effondrer. Et nous avons exactement la même chose dans le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sous-jacent. Le seul sous-jacent qu'il y ait, c'est la confiance collective que les gens ont dans une valeur, dans une réserve de valeur. Quand les gens échangeaient des coquillages contre des poissons il y a quelques milliers d'années, ils avaient confiance dans ce système-là parce que le coquillage était difficile à trouver. Quand ils sont passés à l'or, c'est parce que l'or était rare. Quand ils sont passés aux billets de banque, parce que les billets de banque n'étaient pas... on ne pouvait pas les contrefaire facilement. Aujourd'hui, le Bitcoin a toutes ces caractéristiques. Il est rare, difficile à trouver, cher à produire et on ne peut pas le contrefaire. Et donc, les gens stockent
de la valeur dans du Bitcoin. Maintenant, si les gens ont confiance, ça monte. Si les gens n'ont pas confiance, ça descend. Et ça peut descendre très vite, comme ça peut monter très vite. L'histoire nous l'a montré jusqu'à présent. Mais si on regarde le bilan total, pour l'instant, on ne parle que d'une chute de 20% sur un jour, mais on ne parle pas d'une augmentation de 50% sur les 2 derniers mois. Au précédent. Gilles Questiaux, c'est ça le risque à ce moment-là, c'est que si la confiance s'effondre, il y a peu de garantie derrière ? C'est sûr que oui, tout dépend effectivement de cette confiance, mais je voudrais peut-être revenir à ce que Mathieu disait tout à l'heure sur le fait que le débat de savoir si le Bitcoin est une monnaie est important ou pas. Lui considère que c'est pas important. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je considère que au départ, le Bitcoin a été créé justement pour devenir une monnaie d'échange. C'est sa finalité. Voilà, il faut rappeler l'origine du Bitcoin. Il a été créé il y a une dizaine d'années. C'était au lendemain de la crise financière. C'est une date qui est importante. C'était 2009. C'est parce que, justement, il y avait une confiance dans les banques qui a été rompue à l'époque. Donc, c'était un peu certains excès des banques qui avaient été mis en lumière. Et le projet Bitcoin, c'était de créer une monnaie détenue par ses utilisateurs, gérée par ses utilisateurs et qui ne dépend pas du système financier traditionnel, donc notamment des banques centrales. Et donc, c'était pour but d'avoir une vraie monnaie d'échange. Donc aujourd'hui, c'est quand même un échec pour ce projet, parce que ce n'est pas une monnaie qui est acceptée partout. On le disait tout à l'heure, voilà, vous allez chez votre boulanger, vous lui demandez de payer vos pains au chocolat en Bitcoin, mais il ne va pas forcément l'accepter. Alors il y a quelques commerçants qui acceptent ces paiements, mais ça reste quand même relativement rare. Moi, je suis allé notamment à Verviers il y a un an me faire couper les cheveux chez un coiffeur qui acceptait les Bitcoins. Bon, je pense que c'est un des seuls coiffeurs de Belgique qui accepte ce type de paiement. Donc c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un développement, j'en parlais tout à l'heure avec PayPal, mais c'est encore un développement futur. Donc c'est un peu ça qu'on continue d'acheter quand on achète du Bitcoin, c'est une promesse que cette crypto-monnaie soit demain une monnaie d'échange vraiment utilisée par énormément de monde sur la planète. Mais aussi, ce qu'on achète aujourd'hui essentiellement, c'est évidemment un actif extrêmement spéculatif qui va, ce que chacun espère quand il en achète, grimper et qu'on va pouvoir revendre à un meilleur prix et évidemment se faire de l'argent sur la différence. Aujourd'hui, c'est essentiellement ça, l'utilité du Bitcoin. On est là dans le principe de base de la spéculation. Philippe Ledent, il y a ce débat autour de crypto-monnaie égale monnaie, point d'interrogation. On peut poser la question dans l'autre sens. Si les monnaies d'aujourd'hui, les monnaies traditionnelles deviennent des crypto-monnaies, on sait que les banques centrales sont intéressées d'entrer dans ce jeu-là. Là, ça pourrait tout changer, par contre, dans la conception qu'on en a. Mais, oui, la monnaie virtuelle, à ce moment-là, pour ne plus parler de crypto. Puisque l'euro, le dollar ont déjà acquis leur confiance. Je dis toujours, quand vous allez, on va reprendre le boulanger, quand vous donnez une pièce ou un billet, vous ne vous demandez pas, est-ce qu'il y a bien une petite quantité d'or dans un coffre de la Banque centrale Ce sont des monnaies qui ont une confiance très solide. Attention, cette confiance, elle s'entretient. Et d'ailleurs, ça rentre aussi dans le débat des crypto-monnaies, parce que derrière ça, il y a l'idée que les banques centrales font n'importe quoi avec les monnaies traditionnelles, etc. Bon, on va pas... Mais fondamentalement, l'euro, le dollar, ce sont des monnaies qui sont très fortement utilisées, dans lesquelles le grand public a confiance. Mais d'un autre côté, il y a une espèce de vide qui est qu'effectivement, et là je rejoins l'histoire de la défiance par rapport au système bancaire, de dire, oui, mais si je veux avoir des euros, je n'ai que 2 possibilités. Soit j'ai des pièces et des billets en euros, c'est une relation que j'ai avec la banque centrale, et j'ai confiance dans la banque centrale, ou bien j'ai des euros sur un compte en banque, ce sont des euros électroniques sur un compte en banque, mais imaginons, ça va être un peu dur, mais imaginons que je n'ai pas confiance dans le système bancaire. Donc, je veux m'affranchir du système bancaire, mais je veux avoir des euros. Ma seule possibilité est d'avoir des euros en pièces et en billets, ce qui va me poser plein de problèmes pratiques pour faire mes paiements, pour recevoir mon salaire, etc. Et donc là, on dit, bon, beaucoup de crypto-monnaies s'affranchissent du système bancaire en disant, voilà, c'est un système qui est géré par les utilisateurs. Qui est autosuffisant, entre guillemets. Ce n'est pas, vous avez un compte en banque, c'est dans un autre espace que l'espace bancaire. Et ça intéresse certaines personnes qui n'ont pas confiance dans le système bancaire, mais ils ont quand même confiance dans la banque centrale. Et donc les banques centrales se disent, OK, ça veut dire que
il y a probablement un vide à remplir, qui est de constituer un euro électronique pour permettre à chacun de nous d'avoir un compte à la Banque centrale, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller ouvrir un compte à la Banque centrale. Mais alors à ce moment-là, vous auriez un portefeuille d'euros électroniques à la Banque centrale, sur lequel vous pourriez avoir votre salaire, vous pourriez faire des paiements. Et à ce moment-là, vous pourriez très bien vivre en vous affranchissant entièrement du système bancaire, mais en ayant l'utilisation d'une monnaie dans laquelle tout le monde a confiance, c'est-à-dire l'euro. Et c'est là que les banques centrales se disent, alors, c'est la validation de toute transaction par l'ensemble des utilisateurs, bon, ça consomme beaucoup d'énergie, etc. Et c'est nécessaire par le fait qu'il n'y a pas une autorité dans laquelle tout le monde a confiance. Mais tout le monde a confiance dans ma banque centrale. Donc, hop, on peut déjà évacuer ce problème-là avec un euro électronique, un euro virtuel, ou appelez-le comme vous voulez. Parce que, alors, les gens, on a une monnaie électronique, et les gens ont confiance dans l'institution qui les émet. Donc ça. 2, on remplit le vide de ceux qui veulent s'affranchir du système bancaire en ayant une relation directe avec la Banque centrale. Et donc là, très clairement, il y a un intérêt, et c'est là-dessus que les banques centrales travaillent aujourd'hui. Marc Toledo, c'est ça qui... J'aurais voulu réagir à deux points qui ont été dits précédemment. Derrière Bitcoin, il n'y a rien. En fait, non. Derrière Bitcoin, c'est avant tout un programme informatique open source, au même titre que Linux. C'est un programme gratuit qui a été fondé et avec des apports d'une communauté scientifique et informatique qui fait transiter 99% d'Internet, plus ou moins. Du débit Internet passe par des systèmes Linux. Android est sur une base Linux et se retrouve dans la poche de milliards de personnes. Donc avant tout, il y a un programme informatique qui est mis à jour continuellement, donc à peu près une fois par mois, il y a une mise à jour avec des milliers de contributeurs. Ensuite, derrière cela, il y a... Ce qui garantit une certaine sécurité. Ce qui, en plus, permet d'anticiper des failles critiques de sécurité. Donc on peut les anticiper à l'avance. Et c'est aussi pour ça qu'on a une certaine confiance dans la pérennité de l'expérience. Ensuite, il y avait une remarque aussi sur, finalement, le réseau Bitcoin, lui, est utilisé. J'ai regardé les chiffres récemment, il y a à peu près 100 milliards de dollars équivalents en Bitcoin qui sont échangés sur le réseau Bitcoin. Donc il y a vraiment une utilité économique réelle. Et ces gens, pour utiliser le réseau Bitcoin, on peut y mettre des frais optionnels. Parce que il y a des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas faire des transactions à tout va. Donc on doit faire une utilisation raisonnée. Et quand on veut être dans le prochain bloc, on appelle ça, avoir une utilisation instantanée du Bitcoin, il faut mettre un petit frais qui est optionnel. Et il y a à peu près 100 millions de dollars en frais qui sont mis de manière volontaire par leurs utilisateurs. Donc il y a une utilisation économique qui se fait avec assez importante en fait derrière. Donc dire qu'il y a de la richesse qui est générée derrière. Il y a une création de richesse en plus de finalement défendre une liberté fondamentale de pouvoir échanger. Donc ça c'est un autre sujet sur lequel on pourra débattre, mais l'arrivée d'euros numériques et peut-être la fin d'un cash physique va peut-être nous enlever des libertés fondamentales. Alors ça c'est un grand sujet qui peut préoccuper beaucoup de personnes et qui regarde chaque utilisateur. Et pour le point au niveau du point donc monnaie, une fois de plus, un débat que je trouve très stérile. Je pense que 2008 et 2009, le début de Bitcoin, c'est une coïncidence avec la crise financière. En fait, donc le créateur travaillait déjà dessus en 2007, il n'aurait pas pu prédire le crash de 2008. Et ça l'a pas influencé ? Alors, j'y viens. C'est le fruit d'à peu près 40 ans de recherche dans la cryptographie. Et c'est une coïncidence que ça arrive en effet en 2008-2009. Et en fait, on peut dire que le succès a peut-être été créé par la crise. Donc il y a eu un coup de projecteur peut-être dessus qui fait que maintenant ça a eu le succès actuel. Et ça a peut-être créé une demande au sein des utilisateurs aussi, une envie, un intérêt. Voilà, peut-être que ce serait passé inaperçu pendant de nombreuses années, mais il se fait que la création s'est faite de manière avec une certaine coïncidence à ce niveau-là, et c'était le fruit de plusieurs dizaines d'années de recherche. Donc voilà, c'était les deux points sur lesquels je voulais réagir. On en profite déjà pour faire la deuxième pause de cette émission, ce qui nous permettrait d'avoir encore un petit peu de temps pour s'intéresser aux perspectives, à l'avenir, aux formes que pourraient prendre les crypto-monnaies et les bitcoins dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, et notamment cette question, est-ce que cela pourrait constituer une nouvelle valeur refuge? On revient juste après ceci.
La troisième et dernière partie du Pour Info, un Pour Info consacré au Bitcoin, aux crypto-monnaies. On ne perd pas plus de temps parce que même pendant les pauses, le débat continue. Vers qui est-ce que je vais me tourner? Marc Toledo, c'est cette question donc, j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup lu là avec toutes les actualités Bitcoin ces derniers jours. C'est le nouvel or. Il y a notamment ce principe de rareté qui au final est un... On faisait la comparaison en début d'émission en disant l'or a arrêté d'être une monnaie à un moment parce qu'il n'était pas disponible en quantité infinie. C'est le cas aussi du Bitcoin. On ne peut pas en acheter autant qu'on veut. À un moment, il faut que ça s'arrête. Alors, on parlait tout à l'heure de smart money parce qu'on considère que les clients résidentiels ne sont pas smart. C'est dans la théorie, mais ces gens qui jouent avec des centaines de millions, ils sont smart. Hein, et quand ils prennent des décisions, ils doivent rendre des comptes aussi à des centaines d'investisseurs, des milliers d'investisseurs. À un certain moment, ils se sont dit, c'est une réserve de valeur que nous pouvons utiliser parce qu'elle nous permet de nous mettre à l'abri de l'inflation ou nous mettre à l'abri d'une dévaluation de notre propre monnaie. Et comme je disais en début d'émission, on voit une corrélation s'installer entre le cours du dollar et inversement le cours du Bitcoin. Donc quand le dollar s'apprécie, le Bitcoin se déprécie. Encore à confirmer, mais on s'aperçoit que cette réserve de valeur est utilisée de plus en plus par les gens. Donc quand on parle de réserve de valeur qui soit indépendante en fait du système, les gens investissent dans de la confiance. Et c'est ça qui est important. Dans un fonds d'investissement, on cherche de la décorrélation. On a de plus en plus de gestionnaires de fonds dans le monde entier qui considèrent que mettre de 2 à 5% de leurs investissements en Bitcoin, je dis bien en Bitcoin, c'est quelque chose qui leur permet de décorréler leur portefeuille. Un gestionnaire de portefeuille me disait récemment, et il gère quand même quelques milliards, saupoudrer son portefeuille de Bitcoin, c'est comme mettre du chlore dans sa piscine. Quelques grammes, ça désinfecte. Beaucoup plus, ça devient toxique. Mathieu Jamard, c'est la question de la soutenabilité du modèle à long terme, au final. Est-ce que est-ce que le Bitcoin et la crypto-monnaie vont rester une espèce de mode ou un intérêt juste pour particuliers? Non, savoir si ça peut être tenable dans le temps, il n'y a pas de raison qu'à un moment que ça n'intéresse pas tout le monde. En fait, les réflexions qu'on a, on les a aussi sur l'or. En fait, l'or n'a la valeur qu'on est prêt à lui donner, en fait. Et il y a un siècle ou deux, l'aluminium était plus rare et valorisé que l'or. Donc, à tout moment, en fait, l'or pourrait perdre un intérêt de la sphère financière, en fait. Hein. Donc, pour le Bitcoin, c'est pareil. On va lui donner la valeur qu'on est prêt à lui donner. Mais donc là, pour l'instant, en effet, c'est soutenu par finalement des achats. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant longtemps, je pense que des acteurs institutionnels qui regardaient sur le côté se sont dit que voilà, les 20 000 $ qui ont été établis en 2017 ne vont plus être dépassés et on changera peut-être notre point de vue si finalement le Bitcoin revient en force et on va analyser, essayer de comprendre pourquoi. Et maintenant, comprendre le Bitcoin convenablement, c'est juste une question de choix. Je pense qu'il y a moyen d'avoir assez d'informations de qualité et de mieux le comprendre. Philippe Ledan, c'est effectivement la question globale. Les mentalités peuvent changer et ça peut fonctionner. Ça peut représenter un autre modèle, un modèle parallèle aussi. L'un n'est pas censé, n'a pas vocation à remplacer l'autre non plus. Non, c'est clair. Je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qui ont été dites. Hein. Cet élément de confiance qui parfois se bâtit sur des choses, je reprends l'exemple de Van Gogh ou de l'or, de l'aluminium, du diamant. Pourquoi est-ce que les gens adorent tellement le diamant? Est-ce que c'est OK sur une disqueuse, c'est très bien parce que ça permet de couper des pierres, mais c'est pas pour ça que les gens aiment le diamant, hein. Et c'est pas pour ça qu'il a une valeur aussi élevée. Donc, vous savez, alors c'est pour ça que je continue à penser qu'on arrivera à convaincre Mathieu que le débat monnaie ou actif est très important, mais ce sont vraiment les fondements. Hein. La confiance, c'est vraiment ce qui forge la monnaie, c'est ce qui forge l'actif refuge, hein, la valeur refuge. Pourquoi est-ce que tout le monde dit l'or est une valeur refuge? Franchement, c'est pas facile de l'expliquer, pourquoi l'or est une valeur refuge. La meilleure façon de l'expliquer, c'est simplement parce que tout le monde y croit. C'est tout. Après, il faut expliquer pourquoi tout le monde y croit. C'est ça qui devient compliqué. Parce qu'il y a quelques siècles d'utilisation d'or comme monnaie. Et donc, dans l'imaginaire collectif,
On se dit que si un jour... Si ça a marché pendant 5 siècles, il n'y a pas de raison que ça ne marche plus dans le survivaliste, et qu'un jour tout ça va s'écraser, que j'ai une toque de David Croquette sur... et que tout ça est un complot, etc., et tout ça va s'écrouler, eh bien, probablement que si vous allez en rue, vous demandez aux gens, tiens, si tout s'écroule... En quoi est-ce que vous croyez encore? Voilà, l'or. Et donc, ça a la dent dure, ce genre de choses. Et c'est ça qui fait qu'un actif acquiert, pas de monnaie, un actif acquiert le statut de valeur refuge. Et peut-être qu'effectivement, donc il y a vraiment 2 débats. Est-ce que ça deviendra des vraies monnaies? Je ne le pense pas. Est-ce que ça peut être des actifs décorrélés qui deviennent des espèces de nouvelles valeurs refuge? Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est aussi dans un environnement de taux très bas. Donc tout le monde cherche aussi des actifs à rendement. Donc forcément, la diversification de son portefeuille, chercher des actifs décorrélés, tout ça, ce sont des choses qui sont encore plus importantes que quand on a 4% sur son carnet d'épargne et qu'on est bien content. Donc, peut-être qu'effectivement, ces crypto, je sais pas, actifs, monnaies, le Bitcoin et autres, vont acquérir certains éléments de confiance. Il faudra probablement que la volatilité baisse, que la régulation, etc., que ce soit encore davantage utilisé, mais peut-être qu'effectivement, à l'avenir, ils vont agir comme des actifs refuges, et dans 20 ans, on se dira, tiens, et comment est-ce que ça se fait que les gens ont tellement confiance dans le Bitcoin? Eh bien, on ne saura pas. En fait, si on veut se projeter un petit peu, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est maintenant dans une ère numérique, et les institutionnels remarquent que finalement, avoir de l'or, certes, ça les protège et ça permet d'avoir des portefeuilles qui sont en effet décorrélés de l'économie, mais c'est surtout un passif. Ils ne savent pas l'utiliser. C'est mis sous ses caisses dans un coffre et puis on ne sait plus l'utiliser. Et ça coûte. Et d'autant plus qu'il faut en plus les certifier une fois qu'on les vend. Il y a eu des cas de fraude importants récemment. Bitcoin, lui, il pourrait avoir les mêmes caractéristiques de rétention de valeur, parce qu'il est rare, donc il faut quand même souligner qu'il y a une réalité physique derrière. On ne pourra pas en créer plus ou le falsifier. Et donc, sur ce simple fait, on est sur le même plan que l'or, mais on pourrait lui ajouter peut-être des caractéristiques d'usage beaucoup plus facile, de transmettre à travers les océans peut-être un actif qui semblait passif et qui pourrait devenir actif dans une économie future. Et donc, il y a, je pense, là, un moment pivot. Alors, est-ce que le Bitcoin va cannibaliser l'or, ou est-ce qu'il va être complémentaire à l'or et offrir une nouvelle classe d'actifs qui, en plus, comme je l'ai dit, peut ajouter des fonctionnalités au fil des années, probablement qu'il va devenir de plus en plus utile, tout en ayant ce caractère... Juste pour... 30 secondes, parce qu'on a vraiment presque fini. Alors, juste pour rebondir sur l'aspect volatilité, si effectivement ça devient un actif de confiance comme l'or, ça veut dire qu'un maximum de gens s'y intéressent. La demande étant constante, puisqu'on ne dépassera jamais les 21 millions d'unités et qui seront produites maximum en 2140, ces unités vont devenir de plus en plus chères. Ce qui va assurer la baisse de la volatilité, c'est l'augmentation très importante du cours du Bitcoin, puisqu'il n'est disponible qu'en quantité limitée. Et quand si tout le Bitcoin monde vaut 450 000, il vaudra l'or. Et d'après JP Morgan, effectivement, ils estiment que c'est 150 000 $ est une valeur cible pour le ça Bitcoin. va beaucoup plus haut. Et certains parlent même de 500. On refera une émission de 0. On refera une émission tout est possible. D'ici quelques mois à ce moment-là pour voir à quel niveau s'est établie la valeur du Bitcoin. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, comme toujours sur LN24, c'est avec l'info que vous avez rendez-vous. À demain.